Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous donner présenter une conférence sur le sujet de maladies de appareils digestifs. Mais avant la conférence, je voudrais vous demander faire une registration sur cette conférence. Vous pouvez vous pouvez enregistrer directement en commentaire de cette vidéo. Donc, ne quittez pas directement écrire votre nom et votre groupe et sous-groupe. D'accord? Donc, on commence. Maladies de l'appareil digestif. Premièrement, je voudrais discuter sur la maladie de l'estomac. Si vous bien connaissez, la muqueuse de l'estomac comprend trois régions. La région cardiale, voisin de l'œsophage, la muqueuse du corps, qui contient des grandes glandes tubulaires sécrétant l'acide et les facteurs intrinsiques, et la muqueuse du pylore entrant, qui contient la majorité des cellules sécrétant la gastrine. Chaque région présente des pathologies différentes. Premièrement, c'est l'anomalie congénitale. Le plus fréquent, c'est l'hétérotopie pancréatique, puis la sténose du pylore. La gastrite, c'est une inflammation de la muqueuse gastrique, évidemment. La gastrite, c'est caractérisé par des modifications inflammatoires de la muqueuse et de la sous-muqueuse qui peuvent être aiguës ou chroniques. La gastrite aiguë est une inflammation superficielle aiguë de la muqueuse gastrique. Elle est souvent provoquée par l'ingestion de composants chimiques, parmi lesquels citons l'alcool, l'aspirine et les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdes. La gastrite chronique se rencontre fréquemment à l'examen endoscopique. Elle constitue un facteur de risque de cancérisation. Trois types de gastrite chronique sont identifiés. La première, la gastrite associée à Helicobacter, est la plus fréquente et elle se présente à tout âge. Elle est associée à la présence de colonies bactériennes d'Helicobacter pylori. Ces organismes colonisant la surface de l'épithélium sur la couche de muqueuse. Leur présence est associée à des altérations épithéliales et une réaction inflammatoire cellulaire mixte, aiguë et chronique dans la lamina propria et l'épithélium muqueuse superficielle. La région pylorique est la plus affectée, mais les lésions fundiques sont souvent présentes. Il existe de la métaplasie intestinale, dans laquelle l'épithélium gastrique normal est remplacé par un épithélium de type grêle. Helicobacter se rencontre également dans l'inflammatoire et ulcération duodénale. La deuxième, la gastrite chronique auto-immune, 10%, est associée à une maladie auto-immune, anémie pernicieuse par exemple, comme la clinique présentation, et se rencontre en général chez des patients âgés. La muqueuse montre une atrophie sévère
Les patients révélant la présence d'anticorps contre les cellules gastriques pariétales et les facteurs intrinsiques. Les lésions auto-immunes des cellules gastriques sont associées à une production réduite d'acide chlorhydrique, hypochlorhydrique, et à une carence de l'absorption de la vitamine B. D'accord. Les gastriques réactionnels ou gastrite de reflux s'est développé lorsque ce liquide duodénal alcaline contenant de la bile reflue dans la portion terminale de l'estomac. Elle se rencontre chez des patients ayant subi une chirurgie de la région pylorique, provoquant une insuffisance de sphincter pylorique. Parfois, pour une cause inconnue, l'insuffisance pylorique s'installait sans qu'il y ait intervention chirurgicale. Cette gastrite se rencontre également chez les parents ayant subi une cure prolongée de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdes. Le facteur responsable est sans doute l'effet toxique local se produit sur la muqueuse. L'ulcération d'estomac. L'ulcère peptique et la métaplasie intestinale sont les complications de la gastrite chronique. L'ulcère peut être aigu ou chronique. L'altération du revêtement épithélial par les sécrétions gastriques est à l'origine de l'ulcère gastrique. L'ulcère aigu s'est développé sur une lésion de gastrite érosive. Elle est favorisée par les mêmes lésions qui sont à l'origine des gastrites érosives. Elle peut causer des hémorragies sévères, cicatriser ou progresser vers la forme chronique. Les causes de l'ulcère sont le stress ou le choc accompagné d'hypotension. Par exemple, après un traumatisme ou de brûlures sévères. L'hypoxie aiguë de l'épithélium muqueuse peut constituer un facteur étiologique important. L'histologie et certaines complications de l'ulcère gastrique sont discutées ici. La localisation la plus importante de l'ulcère sont le bas des œsophages, l'estomac, le duodénum et la bouche des gastroentérostomies. Les complications les plus importantes de l'ulcère sont la première, l'hémorragie, deuxième, la pénétration de la paroi, aussi l'ulcère pénétrait à la paroi de l'estomac ou du duodénum et progressant adhérer aux organes voisins, notamment le foie et le pancréas. L'attient du pancréas c'est signalé par des douleurs dorsales sévères. La perforation, la troisième complication, elle conduit à la péritonite. La quatrième, la rétraction fibreuse.
Elles se rencontrent dans leur serre de l'œsophage. La cicatrisation fibreuse provoquait un épaississement de la paroi avec une éventuelle obstruction de la lumière œsophagienne. Dans l'estomac, elle provoquait une sténose pylorique, par exemple. Cinquième complication, c'est la transformation maligne. Mais c'est vraiment rare. Donc, c'est la pathogénèse de ulcération de l'estomac. Logiquement, je voudrais continuer cette présentation avec la discussion sur la tumeur. La tumeur la plus fréquente de l'estomac, c'est vraiment l'adénocarcinome. L'adénocarcinome gastrique, c'est plus fréquent chez l'homme que chez la femme. Elle se rencontre chez les patients âgés de plus de 30 ans. L'incidence a augmenté après l'âge de 50 ans. L'incidence montre des variations géographiques. Le cancer gastrique est plus fréquent en Extrême-Orient, dans certaines régions de l'Amérique du Sud, en Scandinavie qu'en Europe occidentale, en Amérique du Nord. Ces variations géographiques suggéraient des facteurs étiologiques diétiques, mais leur rôle exact restait à démontrer. L'ingestion fréquente d'aliments conservés en salé incité, notamment l'absorption de nitrosamine. On observait une relation avec le groupe A sanguin aussi. Le carcinome gastrique se présente sous 3 formes macroscopiques. Le type polypoïde s'est manifesté précisément donné de douleur gastrique, la formation polypoïde hernie dans l'estomac, sérodée et saignée. Ce type est plus facile à opérer et c'est le meilleur pronostic. Le type le plus fréquent est le carcinome ulcéré. Les bords de l'ulcération sont surélevés, les fonds nécrotiques, et on n'observait plus la disposition radiaire de plis muqueuses autour de la lésion, comme dans le cercle bénigne. Le type infiltrante diffuse s'est manifesté tardivement. Les symptômes sont une perte d'appétit, une intolérance aux aliments à la petite capacité de l'estomac et à son incapacité à se dilater. L'absence d'ulcération expliquait l'apparition tardive de hématémèse. Les métastases hépatiques ganglionnaires sont en général présentées à un moment de diagnostic. Ce type possède le plus mauvais pronostic clinique. Le terme cancer gastrique débutant a été utilisé pour définir des tumeurs localisées à la muqueuse et la sous-muqueuse. Ce terme n'est pas approprié car ces tumeurs peuvent accompagner
de métastases. Les tumeurs débutantes sont en général de type polypeuse. Et ont de meilleurs pronostics. On distinguait deux types histologiques de carcinome gastrique. Le type intestinal est constitué de formations glandulaires. Et le type infiltrant diffuse montre des cordons de cellules anaplastiques, dont certaines possédant un vacuole cytoplasmique de mucus qui refoule le noyau, cellules en baguette à chaton. Donc, c'est un carcinome à cellules en baguette à chaton, un adénocarcinome de type intestinal. La dissémination carcinome gastrique se fait par 4 voies différentes. L'extension de l'adénocarcinome gastrique se fait par voie locale, lymphatique, sanguin ou transcellumique. Les lymphomes, les tumeurs neuroendocrines et les sarcomes sont des tumeurs malignes rares de l'estomac. Par exemple, les lymphomes représentent environ 3% de tumeurs gastriques. Une tumeur muqueuse avec une composante lymphoïde est discutée en notre semestre de printemps. Le sarcome de l'estomac représente 2% des tumeurs malignes de l'estomac. Le léomyosarcome est le plus fréquent. Les léomyome bénignes sont plus fréquentes. Ces tumeurs prennent leur origine dans la couche musculaire en forme de masse adulaire et en général recouverte par une muqueuse intacte. Les tumeurs neuroendocrines, tumeurs carcinoïdes, sont identiques à celles rencontrées au niveau de l'intestin grêle. Maintenant, je voudrais discuter sur le sujet de maladies d'intestin grêle et colonne. Donc, les maladies infectieuses de l'intestin sont fréquentes. Les maladies infectieuses de l'intestin sont fréquentes et sont de différents organismes, comme le virus, bactéries, protozoaires, champignons, helmintes. Maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Il y a deux principales maladies inflammatoires idiopathiques de l'intestin, sont la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Leur pathogénèse est mal connue. La maladie de Crohn est caractérisée par une lésion inflammatoire granulomateuse que entreprend toute l'épaisseur de la paroi intestinale. Elle est plus fréquente au niveau de l'iléon terminal, mais peut se voir dans l'importeur
qu'elle segmente le système gastro-intestinal. La colite ulcéreuse montre une lésion inflammatoire chronique de la muqueuse rectale qui peut s'étendre à toute la colonne. Les deux maladies sont associées à des manifestations systémiques extra-intestinales. La rectocolite ulcéro-hémorragique advient de l'érectum à certaines régions du colonne. La rectocolite ulcéro-hémorragique présente une constante entière rectale, rectite. C'est dans à différentes parties du colonne l'envahit totalement. Les patients présents de la diarrhée, ces selles sont mêlées de sang, de muqueuse, de pus. La maladie se présente sous 3 formes cliniques. La première, c'est maladie en poussée évolutive. La phase quiescente, où pendant le traitement, les ulcérations sont moins prononcées. Puis le troisième, c'est la phase évolutive fulminante. Malabsorption. Le syndrome de malabsorption, c'est le sprue tropicale post-infectieuse, une maladie de Whipple. Mais généralement, l'intestin grêle contribue à l'absorption de substances alimentaires fournies par la nourriture. 4 process président à l'absorption de substances indispensables. Le pancréas sécrète dans la lumière intestinale les enzymes digestives nécessaires pour scanner les macromolécules. Le foie sécrète de l'acide biliaire indispensable pour solubiliser et absorber les graisses. La muqueuse est conçue pour permettre l'absorption. Il existe de nombreuses remplis muqueuses et de villosités qui accroissent de la surface muqueuse. La muqueuse produit des enzymes situées dans les bordures ciliées qui hydrolysent des grosses molécules, notamment le sucre.
La tumeur de l'intestin grêle. L'intestin grêle est rarement le siège des tumeurs. C'est un parmi les tumeurs mésenchymateuses, les léomyome et les lipomes qui se développent dans la paroi grêle. Les tumeurs malignes du muscle lissé, léomyosarcome, peuvent se rencontrer. Une complication des tumeurs musculaires lipomateuses est l'intussusception. La tumeur carcinoïde neuroendocrine dérive de cellules neuroendocrines de grippe intestinale et se rencontre surtout dans le jejunum et l'ilion. Le lymphome maligne naît dans le tissu lymphoïde présent dans les parois grêles. Ce sont en général des lymphomes à cellules B. Ils peuvent être multifocaux et envahir les ganglions lymphoïdes régionaux. L'adénocarcinome, l'intestin grêle est vraiment rare. Il se présente comme une lésion ulcérée et sténosante provoquant des signes d'obstruction. Un site privilégié est l'ampoule de Vater où les canaux pancréatiques et biliaires se jettent dans le duodénum. Les tumeurs du gros intestin sont très fréquentes. Les colonnes et les rectums sont fréquemment les sièges de tumeurs bénignes et malignes. Les tumeurs les plus fréquentes dérivent de l'épithélium muqueuse et sont les adénomes et l'adénocarcinome. Les polypes hyperplastiques et petits, pâles, et mesurent le plus souvent 5 mm. Ils se développent le plus souvent dans les rectums et les colonnes sigmoïdes. Il est considéré comme un phénomène de régénération et non comme une tumeur. Les polypes amarteux se voient chez l'enfant et l'adolescent. Les tumeurs neuroendocrines, tumeurs carcinoïdes, se rencontrent dans le gros intestin et sont analogues à celles rencontrées dans l'intestin grêle. Les lymphomes ne sont pas fréquents et se développent surtout dans la région iléosécale. Les tumeurs du stroma sont rares et proviennent du muscle lisse, du tissu adipeux ou des cellules de Schwann. Les adénomes du gros intestin se présentent comme des polypes. Les adénomes du gros intestin proviennent de l'épithélium glandulaire et se présentent sous 3 formes différentes: tubulaire, veineuse et tubuloveineuse. La transformation maligne est fréquente et cette fréquence a augmenté avec la taille de l'adénome. Il semble démontrer que la plupart des carcinomes coliques prennent naissance au niveau d'un adénome, séquence polype cancer. Séquence adénocarcinome ou séquence polype cancer.
Il existe des formes sporadiques et héréditaires de l'adénome colique. L'adénome sporadique augmente en fréquence avec l'âge et leur répartition est sans doute reliée à des facteurs environnementaux présents dans l'alimentation. Ils apparaissent sur une des formes décrites précédemment. L'adénome familiaux sont observés dans les polyposes familiales caractérisées par une transmission héréditaire autosomique dominante par mutation d'un gène tumoral suppresseur appelé gène PCA, gène de la polypose colique adénomateuse. Les patients développent de nombreux adénomes de gros intestins depuis l'âge de 25 ans et ont 100% de chances de développer un carcinome colique vers l'âge de 45 ans. D'autres formes de polypose héréditaires sont reprises dans cette figure. L'adénocarcinome colique est la seconde cause de décès par cancer. Il prend son origine dans l'épithélium glandulaire muqueux. L'épidémiologie du carcinome colique présente des variations géographiques reliées davantage à des facteurs environnementaux du héréditaire. Le rôle de fibres et de graisses alimentaires, de sucre et d'acide biliaire est évoqué dans de nombreux travaux, mais aucune conclusion définitive ne peut être tirée jusqu'à présent. Le facteur de risque le plus important, c'est la présence de multiples polypes adénomateuses. L'existence d'une rectocolite ulcéro-hémorragique ou d'une polypose colique familiale. Les caractères précancéreux des polypes adénomateuses incitent à proposer l'organisation de campagnes de recherche systématique de sang dans les selles dans les selles. La fréquence du cancer colique est maximale entre 60 et 70 ans et rare avant l'âge de 40 ans. Lorsqu'il s'est développé chez un individu jeune, il faut suspecter l'existence d'une maladie colique inflammatoire ou d'un syndrome de polypose familiale. Le carcinome colorectal prend plusieurs aspects morphologiques macroscopiques. Il existe plusieurs types morphologiques de carcinome colorectal. Le pronostic du carcinome colique dépend du degré d'invasion.
Il y a une classification de stades du carcinome colique. La classification de Duke est décrite dans sa forme la plus simple, la plus utilisée. Diverses variantes sont utilisées et certains auteurs divisant le stade B et le stade B1 et B2. Et même le stade C est divisé en C1, tumeur limitée à la paroi colique avec métastase ganglionnaire, et C2, tumeur dépassant la paroi colique avec ganglion NAV. Les autres tumeurs de intestin, gros intestin, c'est le tumeur carcinoïde, les lymphomes gastro-intestinaux, les tumeurs mésenchymateuses et autres. Maladies de l'appendice. L'appendicite aiguë. L'appendicite aiguë est provoquée par une inflammation aiguë de l'appendice. L'appendicite aiguë est une cause fréquente de douleurs abdominales. L'obstruction de la lumière appendiculaire par une fécalite favorisée dans certains cas l'infection. Le stade de développement de l'appendicite aiguë, vous pouvez trouver ici l'appendicite aiguë débutante, suppurée et gangréneuse. Il y a une vraiment importante information, c'est les complications de l'appendicite aiguë. Premièrement, c'est la nécrose de la paroi appendiculaire, appendicite gangréneuse, conduisant la perforation. Après ça, peut-être une péritonite généralisée. L'entreprise des anses intestinales voisins avec danger de perforation intestinale. La péritonite développée de adhérence qui localise l'infection dans la fosse iliaque droite. L'inflammatoire et la fibrose provoquent la formation d'une masse dans la fosse iliaque droite, masse appendiculaire. Cette masse se résorbe, forme un abscesse ou se rompt, provoquant une péritonite généralisée. L'infection se propagée par les branches de la veine porte dans le foie. Ceci constituait autrefois une cause importante d'abscesse hépatique et sepsis. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre patience et pour votre attention.